et j'avais glissé 2 petites lettres à chacun de mes parents qui parlaient dans leur langage, qui pouvaient dire que j'avais la dalle, que je voulais vivre de ma passion. Du coup, j'ai fait ma première prestation payée dans petites, euh, ces petites soirées de village, et du coup là je me suis dit ok bon. Tu t'es formé tout seul, j'imagine. Il n'y a pas eu de formation technique, théorique en vidéo, mais c'était du 100% YouTube matin, midi, soir. Hello, bienvenue sur le podcast par les créateurs, pour les créateurs. Ici, on vous partage nos conversations avec des personnes inspirantes pour vous encourager à créer. Ce podcast est animé par Socialbox, agence spécialisée en stratégie sur les réseaux sociaux. Ok, Pollux, bienvenue dans le podcast Socialbox Studio. Donc l'idée ici, c'est de partager des infos sur la création de contenu, l'entrepreneuriat et le marketing digital. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je te laisse te présenter en quelques mots, simplement. Déjà, merci pour l'invite, Octa. Ça fait plaisir d'être ici dans la Socialbox Studio. Pour me présenter en quelques mots, je suis vidéaste et fondateur de Pollux Prod, qui est une agence de ads axée plus réseaux sociaux. Mais on fait autant des docus que des prods plus ads. On arrive sur de la TV maintenant, etc. Et donc voilà, on fait des vidéos storytellées et qui engagent un maximum pour les marques. Ok, donc quand tu dis ads, c'est vraiment création de contenu qui sont dédiés à des plateformes, que ce soit réseaux sociaux ou et TV, pour la publicité. Exact, ouais. C'est des capsules, on va appeler ça des capsules assez courtes. On n'est pas sur des longs formats et on essaye d'engager un maximum. Donc c'est vraiment amener une stratégie, un storytelling et toute la créa qu'on peut retrouver dans des pubs, etc. Ok, très bien. Et toi, c'est quoi ta spécialité justement dans l'agence Pollux Prod? Qu'est-ce que tu fais toi en particulier? Avant, donc je m'occupais un peu de tout. Un peu couteau suisse comme on retrouve chez un vidéaste en général. Donc ça partait du premier rendez-vous client, du script, du management des équipes parce que je travaille avec plusieurs freelances. Couteau suisse. Couteau suisse, exactement. Et donc maintenant, je m'occupe un peu plus de la partie gestion de projet et réalisateur. Et donc, je coordonne un peu des équipes pour créer une bonne strat. Et puis après, les équipes se chargent un peu de tout ce qui est prise de contenu. Ok, ça marche, mais on ira un peu plus en profondeur là-dedans un peu plus tard. Yes. Juste pour revenir un peu sur toi en particulier. Moi, je sais que tu viens des Ardennes. Exact. Et donc, c'est pas vraiment le coin réputé pour la création de vidéos. Et donc, je voulais un peu approfondir ce sujet-là, voir comment t'es arrivé sur Bruxelles. Ouais. Etc. Ouais. Déjà pour ceux qui savent pas où se trouvent les Ardennes, peut-être parce qu'il y a des Français qui nous écoutent, c'est dans le sud de la Belgique, c'est un coin un peu plus reculé, on va appeler ça la campagne, le bled en Belgique. Et donc on n'y retrouve pas beaucoup d'agences de com, de market, de boîtes de création de contenu, etc. Il y a un peu moins d'habitants, quoi. Il y a un peu moins d'habitants. La campagne. C'est le côté inhabité de la Belgique. Et du coup, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 18 ans. Et j'ai directement un peu eu cette fibre de capturer tous les moments que je vivais, que c'était dans la forêt du coup là-bas, ouais. Que ça m'est sorti avec mes potes, mes vacances avec ma famille, etc. Et du coup, à mes 18 ans, je me suis dit, ok, je veux faire de ma passion mon métier. Je vais faire ça tous les jours. Et donc, quel est le prochain step pour arriver à tout ça? Et donc, j'ai décidé de monter à la capitale, comme on appelait ça, sur Bruxelles. Et c'est là que tout a commencé à prendre. J'ai fait mes premières prestations gratuites pour pouvoir développer un peu mon réseau. Et puis tout a pris en effet boule de neige et ça a bien grandi depuis lors. Trop chouette. Mais donc, tu n'avais pas encore de clients, que ça soit rémunéré ou non, en Ardennes, ou bien si, ou alors c'est venu par après? Pour la petite anecdote, ce que je pense qui m'a donné un peu cette premier élan de possibilité que je pouvais faire
de ma passion au métier, c'était j'avais fait un carnaval. Je sais pas si tu connais, si tu vois ce que c'est un carnaval un peu dans les Ardennes. Si. C'est assez sauvage. J'imagine bien, ouais. Et du coup, j'ai fait ma première prestation payée dans petites, euh, ces petites soirées de village. Et du coup, là, je me suis dit, ok, bon, j'ai pas gagné beaucoup, mais je vais trouver le crack, le hack pour trouver des plus gros clients et faire des plus grosses prestations. Ok. Mais donc tes premiers clients, c'était vraiment enfin en tout cas en Ardennes et de ce dont on a déjà parlé aussi à Ouais. deux, dans l'événementiel en particulier, des soirées aussi. Yes. Ouais, j'ai commencé beaucoup par l'événementiel et c'est aussi par là que j'ai continué à Bruxelles pour commencer avec des bars à concept. Il y avait anciennement le jardin rooftop qui a continué avec le jardin hospice, etc. Ok. Qui était vraiment mon tout premier client à Bruxelles et puis qui lui m'a contacté à plusieurs potes entrepreneurs et du coup ça a déclenché pas mal de contrats par la suite. Ok. Et c'est à quel moment où tu t'es dit, ok, là, je peux en vivre. Bon, allez, quand t'étais en Ardennes, t'étais encore chez tes parents, mais après t'es venu à Bruxelles, tu devais trouver un logement. Enfin, quand on se lance en indépendant, il y a Ouais. plein de frais. Donc, à quel moment tu t'es dit, ok, là, c'est bon, je peux vivre de ma passion. Euh, c'est une bonne question. Je pense que je me suis directement dit ok, je peux en vivre sans avoir spécialement les moyens, mais je trouvais chaque fois un peu une solution, que ça a été un moment dormir chez un pote, dormir chez un pote pendant plusieurs mois, et puis j'essayais de faire des petits jobs corpo en vidéo qui me ramenaient un petit peu de sous, et chaque fois j'essayais d'investir dans du matos. Et puis vraiment, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire pas mal de jobs gratuits au début. J'investissais juste du temps. J'avais le logement, j'étais chez mon pote. J'avais un T'avais peu, déjà un peu de matos. ouais, j'avais un peu de matos. Il y avait mes aidants, mes parents aussi qui m'aidaient un petit peu. Euh, et du coup, j'ai investi pas mal de temps. Et puis du coup, les contrats vraiment sont enchaînés assez fort et assez vite par la suite. Ouais, parce que le travail était de qualité aussi, j'imagine. C'est pour ça, hein. Je sais pas, je me permettrai Si, pas je de dire ça. confirme. Ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, tes parents t'ont aidé. Justement, comment est-ce qu'ils ont pris un peu ça? Parce que tu avais 18 ans, c'est ça, hein? Mhm. Comment est-ce qu'ils ont réagi quand tu dis, OK, moi je vais aller à Bruxelles et c'était pas je vais à Bruxelles pour étudier ou je vais à Bruxelles pour commencer ma carrière dans une grosse boîte. Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à ça? Euh, j'ai eu pas mal de chance à ce niveau-là, c'est que directement ils ont très vite compris. Ils ont très vite compris. Le premier step, je pense, qui a fait qu'ils ont compris, c'est que je suis revenu du coup à Noël après avoir être venu à Bruxelles. Et gentiment sous le sapin, j'avais glissé deux petites lettres adressées à chacun de mes parents Ouais. et qui disaient, parce que en fait j'avais pseudo commencé des études juste pour avoir l'opportunité d'aller à Bruxelles. Je leur avais un peu menti pour venir à Bruxelles. Et j'avais glissé deux petites lettres à chacun de mes parents qui parlaient dans leur langage, qui pouvaient dire que j'avais la dalle, que je voulais vivre de ma passion et qu'ils me laissent un an pour essayer de tout faire pour. Et donc ils se sont dit ok, bon, on n'a plus le choix. J'ai vu pour la première fois une petite larme limite chez mon daron. C'est beau. Et du C'est coup beau. ben tout ça m'a donné full énergie pour tout donner. Et cette année-là a été assez forte en émotion et les premiers petits succès quoi. Et c'est là que tout s'est enchaîné. Bah, C'est- trop beau, trop chouette de comprendre comment ça s'est passé. Pour rebondir un peu sur ce que tu fais maintenant, on voit pas mal sur tes réseaux que tu partages du contenu à la montagne, beaucoup de parapente aussi. Euh, est-ce que c'est tes passions? Est-ce que tu fais ça aussi pour documenter un peu tes voyages? Explique peut-être un peu cet aspect-là. c'est un point hyper important à ce moment précis parce que je me dirige de plus en plus vers tout ce qui est marque assez forte et milieu d'or.
Et du coup, ma prochaine target, c'est vraiment les marques qui vont se retrouver principalement en montagne ou dans les milieux outdoor, que ce soit le surf, etc. Ok. Avec une image bien définie parce que c'est beaucoup plus facile pour le storytelling. Et c'est là qu'on peut créer des belles pubs et des pubs engageantes comme on a l'habitude de voir avec Patagonia qui transmet un message fort. Et c'est là qu'on va pouvoir avoir pas mal de créativité et c'est ça, ouais, transmettre des messages hyper forts. Et du coup, là, c'est un peu je partage pas mal ça sur mes réseaux parce que de un, c'est des passions et de deux, je veux montrer que je suis à l'aise dans un milieu outdoor dans lequel je peux filmer et pouvoir suivre des athlètes, pouvoir suivre des... Ouais, que ça soit du sport ou même, Exact. enfin, peu importe le type de sport, je vois que tu partages sur de la rando, sur Yes. du parapente, sur du ski, pot de phoque, etc. Yes, Donc, exact. ouais, trop chouette. Et donc, est-ce que c'est un choix que t'as pris parce que c'est ta passion ou parce que, enfin, est-ce que le sport en montagne est ta passion ou est-ce que ta passion c'est de filmer les sports en montagne ou est-ce que c'est combiné? Je pense que c'est combiné, c'est plus retransmettre chaque émotion que je vis en montagne. Euh, quand on fait une sortie rando, que ce soit une sortie en ski ou en parapente, chaque sortie est différente, c'est à chaque fois une émotion parce que tu fais ça avec des amis ou alors avec des gens que tu viens de rencontrer, etc. Et c'est ça qui est assez puissant et je veux retransmettre vraiment un peu ce sentiment que tu ressens au vu des galères que tu vis, etc. Mhm. Et je pense que ouais, au fur et à mesure, je me suis dit que filmer en montagne c'était stylé et que j'avais vraiment envie d'aller vers ça, quoi. Ouais, je comprends. Très bonne atmosphère dans les montagnes. On voit pas mal de vidéastes voyager sur les réseaux. Ouais. Je comprends bien, je pense que tout le monde le comprend, voyager c'est trop chouette. Tu découvres des nouvelles cultures, des nouveaux endroits, etc. Mais est-ce que, donc tu as voyagé récemment en Amérique du Sud, est-ce que ce genre de voyage, ça t'apporte des compétences par rapport à la vidéo? Bah, j'imagine que tu filmes un peu tout ce qui se passe. Euh, Est-ce que tu as des choses spécifiques? Enfin, tu recommanderais à des futurs vidéastes de voyager pour s'améliorer, par exemple? Euh, je pense que je pense honnêtement que voyager et filmer c'est un très très beau challenge dans le sens où c'est tout le temps du freestyle, tu sais jamais ce qui va se passer, les personnes que tu vas rencontrer. Et donc pour cette partie freestyle, un peu d'appréhender un tournage ou les galères qu'il peut avoir sur un tournage et rebondir, ça c'est un très gros skills et vraiment c'est très cool d'expérimenter tout ça. Pourquoi? Euh, Parce que t'es sur la route, t'as plein d'avaries qui peuvent. T'es sur la route, t'as, je sais pas, par exemple en Amérique du Sud, il y avait des alpagas qui déboulaient de n'importe où. Tu t'arrêtes, t'as ton appareil qui est sur le siège à côté, tu le mets sur ton stabilisateur. Enfin, c'est un peu s'adapter à chaque milieu. Faut être paré, quoi. Il faut être paré. Et aussi, il y a un petit point que je pourrais rajouter, c'est que c'est filmer en voyage, c'est un beau challenge aussi parce que c'est toujours la limite entre est-ce que je vis le moment, est-ce que je le capture, etc. Ouais. Et du coup, des fois, tu peux faire un peu des concessions et te dire, ok, ce moment-là, il est vraiment important que je le filme ou pas. Et du coup, ben, tu t'adaptes. Et je pense que ça aussi, ça m'a appris beaucoup pour mes tournages même plus corpo ou plus carrés. Mhm. C'est de me dire, ok, ce shot, il est vraiment important. Et du coup, je reviens pas avec des tonnes d'images, mais je sais exactement ce que je filme et ce qui est important à filmer, quoi. Mhm. Ouais, j'imagine que tu retrouves ça dans le monde corpo aussi, de te dire ok, là je peux prendre le temps de plus parler avec le responsable Ouais, de la boîte, ou là je dois vraiment filmer. ouais, exact. Et c'est vrai que ça peut être un moment, si t'aimes bien discuter avec la Ouais, personne de contact, à un moment tu dois lui dire ok, stop, stop, on arrête exact. de parler, je dois shooter là. Donc ouais, je comprends. Euh, pour rebondir là-dessus aussi, est-ce que tu as des sources d'inspiration de vidéastes, plutôt, enfin que ça soit vraiment dans le voyage ou de manière générale des personnes qui ont pu t'inspirer dans la création de contenu? Il y a plusieurs personnes qui m'ont pas mal inspiré dans la création de contenu, dont un vidéaste qui s'appelle Sam Colder,
qui est vraiment un peu le dieu des vidéastes, de tous les vidéastes. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui s'en inspirent. Après, j'essaie de plus en plus de me détacher un peu des inspi, parce que tu restes un peu bloqué dans ce schéma où tu recopies, etc. C'est super bien de recopier, et je l'ai fait beaucoup de temps, et je le fais encore sur certains concepts. Mais l'idée, c'est d'avoir sa propre patte à terme. Et ce qui est encore compliqué, je me souviens d'une vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps où je me suis dit, ok, la bande sonore, elle est incroyable, je vais essayer de m'en inspirer, comment est-ce qu'il a joué avec les sons, etc. Ouais. Donc c'est chaque fois choper un petit morceau de l'inspiration. Mais voilà, à un moment, il faut essayer de trouver son chemin. C'est ça, pour ça que les gens vont venir te chercher. Ouais. C'est pour ta patte et un peu ta DA, quoi. Ouais, c'est clair que chaque créateur de contenu vidéaste a une DA différente. Est-ce que toi, du coup, t'as trouvé ta patte, la patte Pollux, qui te convient? Ou c'est encore en... C'est toujours en cours, on va dire. Mais je pense que il y a un schéma que j'aime vraiment bien. C'est, je l'ai dit et je le répète encore, mais c'est vraiment le storytelling. C'est vraiment avoir cette structure. Et on parle tout le temps de storytelling. En fait, ça veut tout rien dire, mais c'est vraiment tout donner pour avoir une histoire. Mais à la fois, il faut pas qu'il y ait qu'une histoire. Il faut savoir tenir la personne, le spectateur, tout le long de la vidéo. Donc vraiment, dans ce storytelling, il y a toute une stratégie. Donc c'est plus technique que juste raconter une histoire, mais on le voit beaucoup même avec les réseaux sociaux maintenant, tous les influenceurs qui adoptent un message, mais parfaitement manipulé pour que le spectateur, à la fin de la vidéo, t'as même pas capté que t'as tout regardé, il t'a transmis un message, et t'as envie de passer une pub ou... Ouais. Et t'as envie de passer à l'action, quoi. Et c'est ça qui, si t'arrives à faire passer à l'action ton spectateur à la fin de ta pub, t'as tout réussi, et c'est ce qu'on essaye de faire. Ok. Est-ce que du coup ces influenceurs pour toi, les vidéastes qui t'ont inspiré, est-ce que c'est eux qui t'ont donné des infos pour savoir comment utiliser une caméra, comment utiliser un drone, comment utiliser et pourquoi utiliser ce logiciel plutôt qu'un autre, ou parce que t'as pas fait de formation en vidéo ou quoi, tu t'es formé tout seul, j'imagine? Il n'y a pas eu de formation technique, théorique en vidéo, mais c'était du 100% YouTube, matin, midi, soir, au petit-déj, tout le temps. Et ça, c'était pas mal les créateurs que je regardais. Je voyais qu'ils utilisaient un tel logiciel. Ok, s'il sait faire ça avec tel logiciel, moi aussi je peux le faire, etc. Et du coup, en fait, ça dépendait de ce que je voyais. Il y a plusieurs logiciels, mais j'ai été vers un en particulier parce qu'il y avait un de mes créateurs préférés qui était dessus. Ouais. Et donc ouais, c'était du 100% YouTube. Et ce qui est cool avec YouTube, c'est que tu avances à ton rythme. Enfin, c'est un peu la manière autodidacte, hein, où tu avances à ton rythme. Ouais. Mais faut juste être bien assidu pour pouvoir se former tout seul. Mais si t'as la dalle et si c'est ta passion, yes. je pense que t'as des centaines et des milliers de vidéos que tu peux dévorer pour te former, quoi. Carrément, au début tu fais ça pour triper, et puis tu te rends compte que il y a vraiment quelque chose à faire, et que tu t'éclates là-dedans, donc tu comptes pas les heures, quoi. Et au niveau de tes clients, pour revenir un peu là-dessus, est-ce que donc quand t'es arrivé à Bruxelles, t'as fait pas mal de vidéos offertes entre guillemets, donc juste pour te construire un portfolio en fait, ce qui est hyper malin. Est-ce que après donc dans le monde de la vidéo, si je comprends bien, c'est si tu fais du montage, on va te recommander, et généralement un client peut t'en rapporter d'autres. Mais est-ce que t'as prospecté aussi, ou est-ce que t'as eu d'autres manières, est-ce que t'as utilisé d'autres leviers pour trouver d'autres clients, contacter des prospects, etc. Il y a trois choses. Il y a 3 points. Premièrement, c'est comme tu as dit, c'est donc le taf que tu délivres, qui en inspire d'autres pour leur propre boîte ou leur propre projet. Donc ça a été aussi beaucoup par les réseaux de repartager son travail,
les gens voient que tu filmes tout le temps, que tu travailles avec telle boîte, donc ils disent ok, bon, il y a une crédibilité qui commence à s'installer. Il y a un deuxième point. De nature, je suis pas quelqu'un de hyper sales, vendeur, etc. Je pense, mais j'adore le relationnel. J'adore ça quand je vais sur tournage. J'adore m'éclater avec les clients, créer vraiment un truc hyper humain et pas qu'on soit juste des prestataires à juste être des geeks de la vidéo, etc. Ouais. Et au final, au fur et à mesure, je me suis fait pote avec, je vais pas dire la totalité, mais presque tous mes clients où on peut aller déj un jour, etc. Et du coup, ça crée une vraie confiance et du coup une confiance aveugle pour tous les projets. Et on sait que si on peut faire quelque chose, on le dira. Si on peut pas la faire, ben on va trouver une solution. Mais ça crée une vraie confiance entre clients et Pollux Prod, etc. Et donc ça, c'est vraiment cool d'allier un peu les différents canaux, que ce soit du partage un peu à tout le monde, que ce soit du relationnel durant les tournages. Et du coup, ça crée une vraie confiance pour networker en fait d'une manière simple et pas non plus avec un sales requin Ouais. qui est important pour certaines boîtes, mais qu'on n'adopte pas spécialement. Bah ouais, mais c'est clair qu'avoir une relation limite de pote avec tes clients, il y a rien de mieux. Enfin, si tu fais bien ton travail et que on reste quand même dans un cadre pro, bah il y a rien de mieux que bah, de bien s'entendre avec le client, quoi. C'est super chouette. Ouais. Et est-ce que dans ces clients que t'as eu ou que t'as encore, est-ce qu'il y en a un d'entre eux pour lequel enfin, c'était un peu un client de rêve à l'époque, ou un client que tu avais envie d'avoir, et que tu as prospecté, ou là-dedans, tu as fait zéro prospection, et c'est vraiment juste le bouche à oreille qui a fonctionné? Je pense qu'inconsciemment, il y a toujours un peu cet aspect de vouloir aller chercher son goal, son client de rêve. Et il y a un client en particulier qui s'appelle Travelbase. Je sais pas si tu connais. Ouais. C'est une boîte, un tour opérateur qui crée des voyages de rêve, clairement. Et qui a commencé à racheter un nombre incalculable de boîtes, que ce soit des kayak trips, en Namibie, dans les pays nordiques, etc. Enfin bref, partout autour du monde. Mais c'est eux qui ont ProRide aussi, c'est ça, ou... C'est eux qui ont ProRide Ouais. aussi, qui est la partie du coup plus création de ski trip. Et ces clients-là, j'avais envoyé en baladant sur Insta un week-end, je sais pas, j'étais en train de regarder des réels et là je vois un réel avec une publication, une vidéo de malade d'eux et j'envoie un message sur le groupe, sur le compte Instagram, c'est sûrement le ou la community manager qui allait voir le message. Je me dis pas grave, j'envoie je suis trop chaud de faire d'être votre vidéaste pour le prochain trip, mais vraiment écrit à la cool, vraiment d'un œil dans mon lit comme ça. Prospection à la cool. Prospection à la cool. Et là, ils me répondent envoie ton mail, on prévoit un meet, on voit ce qu'on peut faire. On fait un meet et j'ai un peu une tendance qui est peut-être un peu fâcheuse des fois, mais que je suis hyper utopiste sur plein de projets. Et des fois, je dis on va faire ça, 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 ça. Je m'engage dans plein de trucs. Et en fait, après avoir fait ça, j'ai plus le choix. Et du coup, je leur avais vendu une tonne de choses. Et ça leur avait plu parce que c'était beaucoup de poudre aux yeux. Mais du coup, j'avais plus le choix derrière de réaliser tout ça. Et du coup, depuis, on bosse tous les ans ensemble pour des trips aux quatre coins du monde. Et ça, c'était un client de rêve. Bah, c'est comme ça que tu avances aussi. Le fait de fournir plus que ce qu'on attend de toi. C'est comme ça qu'après on te recommande aussi par la suite. Donc on est jeune, c'est maintenant qu'il faut se donner à 400%. Mais aussi je trouve ça montre l'importance d'avoir un profil sur Insta, là en l'occurrence, qui est bien mis à jour. Toi tu prends le temps de publier du contenu. Peut-être que tu voudrais publier plus encore, mais tu as quand même un compte qui tourne où tu as du contenu qui est publié de manière assez régulière. Et donc ça montre que tu es actif. Ça augmente aussi la base d'abonnés que tu as. Tout ça, c'est hyper important. T'as envoyé un simple message et ça t'a rapporté
une collaboration. Donc ça montre vraiment l'importance de montrer ce que tu fais, donc Exact. créer un portfolio, et Insta c'est une très bonne base pour avoir un portfolio. Exact. Et est-ce que tu as avec Travelbase je sais qu'ils font plein, enfin comme tu as dit, plein d'événements un peu farfelus. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote d'un projet que tu as réalisé, que ça soit je sais pas, quelque chose qui s'est passé même hors caméra, ou même un chouette moment que tu as pu record? Waouh. Laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce qu'il y avait comme enfin t'as cité plusieurs événements, mais t'as collaboré avec eux pour quels événements? J'étais sur pas mal ce qu'ils appellent les rallyes, que ce soit le Budapest Rally, le Ouais. Viking Rally. Donc Budapest, c'est de Belgique-France jusqu'à Budapest, passant en croisant 7 pays, je pense. 1400, si je dis pas de conneries, 1500 kilomètres. Ok. Et ça, c'est assez intense parce que tu te lèves le matin, il est 7h30, t'as je sais pas combien de voitures qui sont décorées un peu dans tous les sens avec n'importe quoi dessus, des klaxons de train dans le coffre des Ça voitures, doit être etc. incroyable. Du coup, ça, c'est hyper folklorique. Tu roules toute la journée, tu filmes sur la route, des fois tu es dans un coffre à tenir à moitié avec une sangle, un stabilisateur qui est à 2 cm de la route pour filmer les voitures. Enfin bref, c'est assez marrant. Dans le même principe, il y a eu le Viking Rally où c'est dans les pays nordiques où on traverse le Danemark, la Suède et la Norvège. Mm-hmm. Toujours dans le même principe avec des voitures loufoques, des gros klaxons et des gens déjantés. Et ça, c'était assez marrant. Et il y a eu aussi une Namibie trip. Je pense que c'était un des plus beaux voyages que j'ai fait avec eux. Mm-hmm. C'est 10 jours en tente de toit au-dessus d'un genre de pick-up où t'as tout dedans. T'as la cuisine, t'as ton lit du coup sur le toit avec la tente de C'est toit. un espèce de van aménagé, C'est sauf que ça. c'est pick-up C'est ça. aménagé, quoi. Et tu traverses la savane, t'as des animaux à gauche, à droite, tu te réveilles d'un œil parce que ton pote conduit, tu vois un zèbre, enfin bref, c'est assez magique. Et ça aussi, c'était un beau challenge parce que on devait pas spécialement sortir de la voiture pour pas se faire dévorer, mais à la fois on devait capturer tout le moment et en faire une pub parce que c'était du coup le lancement de leur trip. Mm-hmm. Et il fallait mettre le paquet au niveau des images et de la stratégie, donc on devait produire autant des réels que la banner de leur site web, que les ads plus typés TV, etc. Et du coup, ça, c'était un beau challenge de produire autant de contenu en 10 jours et avec des conditions un peu plus compliquées. Ouais. Et Ouais, j'ai fait aussi, j'ai aussi été en Namibie, et c'est vrai que ouais, tu peux pas, j'ai pas été pour créer du contenu, mais tu peux pas sortir n'importe où de ton pick-up. C'est yes. c'est des réserves naturelles, donc tu dois respecter toute la faune et la flore. Donc ouais, j'imagine un beau petit défi. Ouais, c'est marrant. C'est bien marrant. Après, des belles images à capturer, j'imagine. Magnifique, ouais. Magnifique. Et pour revenir sur ce que je disais juste avant, l'importance d'Insta pour te créer ton portfolio. Mm-hmm. Est-ce que toi, comment est-ce que toi tu gères ton personal branding? Est-ce que tu y apportes de l'importance? Est-ce que tu as une stratégie pour ça? Que ça soit au niveau de ton compte peut-être LinkedIn pour essayer d'attirer du monde, ou de ta page Insta? Est-ce que tu as une stratégie spécifique, ou pour le moment tu shootes partout où tu vas, et tu te dis voilà, si je fais une chouette vidéo, bah ça va être une chouette vidéo à publier sur mes réseaux, et ça montre la qualité de mon taf? J'adore ce sujet de personal branding. C'est un peu, ça a vraiment le vent en poupe pour le moment où tout le monde essaie un peu de développer son personal branding, la niche dans laquelle il est la plus fort ou celle où il veut vendre le maximum. Et c'est vraiment un point sur lequel j'allais dire j'aimerais, mais je vais me développer en 2025. Et pour ça, j'ai commencé à mettre quelques process en route pour faire de chaque tournage, chaque expérience que je vis ou même sortie en montagne, essayer d'en faire un maximum de contenu. Mm-hmm. C'est ce qu'on essaye aussi de faire avec nos clients, mais on va essayer de l'adopter
un peu pour nous. Ouais. Les cordonniers les plus mal chaussés. Exactement, c'est ce que j'avais en tête. Et du coup, on fait un tournage et on essaie d'en décupler une dizaine de TikTok. On fait une sortie, on essaie d'en sortir un 5 réels. Et du coup, pour ça, c'est assez compliqué, mais le personal branding, ça passe par, encore une fois, le storytelling. Et ça, on essaye, et j'essaye aussi personnellement de me former un maximum là-dessus. Que ce soit, je me suis regardé la semaine passée encore des vidéos sur l'éloquence, sur comment construire une histoire, comment réunir un maximum de gens dans ton épopée. Et en fait, ouais, c'est un travail en plus. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que en plus de tous les clients qu'on doit servir, il faut se servir soi-même. Il faut se servir soi-même. Et souvent, c'est pas nous qu'on va mettre en priorité, mais c'est les autres pour assurer un peu le service. C'est ça un peu le danger dans le personal branding. Enfin, nous aussi, de notre côté, c'est pareil. On a toujours voulu servir les clients d'abord. Ouais. Et donc, tu te mets, in fine, tu te mets pas vraiment de stratégie en place de ton côté. Puis nous, on a commencé à le faire l'année passée. Et maintenant, on le fait de manière assez régulière. Et je veux pas faire de petites promos ici, mais c'est ce qu'on fait pour nos clients, mettre en place des stratégies, que ça soit au niveau personal branding ou pour la boîte directement. Et c'est clair que quand t'es pas encore une agence, toi maintenant tu t'es développé en agence, mais quand tu travailles à ton compte, prendre le temps pour ta stratégie à toi, c'est assez complexe, et donc parfois c'est bien de déléguer aussi pour être certain que ça se fasse. Et c'est pour ça que même des agences de marketing, elles font parfois appel à d'autres agences de marketing pour leur communication en interne. Ouais, carrément. Et j'ai un truc ça me vient en tête, une petite aparté. Justement, que je parlais des vidéos d'éloquence, etc. Tu viens de faire un argument d'autorité. T'as dit, je vais pas faire la promo, mais t'as quand même fait la promo. Et ça, c'est des petits trucs assez intéressants à savoir. Non, mais blague à part. Et c'est ça qui est compliqué dans le personal branding, c'est qu'aussi quand tu sers un client et que imaginons ça a des retards ou des délais qui sont pas respectés, et que derrière tu veux faire ton personal branding, ben tu peux pas communiquer par rapport à ton projet alors qu'il a été mal fait sur LinkedIn par exemple. Imaginons cette collaboration avec un tel. Pour faire un retour d'un projet, tu veux dire. C'est ça. Et donc c'est ça qu'il faut être puissant sur les deux fronts, et pour ça il y a plein de solutions, que ce soit se faire aider, etc. Faut vraiment pas hésiter à des fois un peu agrandir l'équipe, que ce soit du consulting, etc. Mais se faire aider, c'est important, parce que aussi des fois qu'on a le nez dans le guidon, on s'en rend pas toujours compte. Et donc ouais. Et comment est-ce que, c'est un peu lié au personal branding, on en a parlé juste avant, mais c'est assez concurrentiel, je pense. Tu peux me dire le contraire, mais au niveau des vidéastes à Bruxelles ou même à Paris, comment est-ce que tu te démarques avec cette concurrence, et est-ce que tu la sens? Donc par exemple, si tu remets quand tu as un client, un prospect qui te contacte, est-ce que toi tu sais qu'il a contacté d'autres vidéastes, parce que je pense que vous parlez pas mal aussi entre vous. Est-ce que tu sais ce genre d'informations? Est-ce que tu le sens? Si tu le sais pas, comment ça se passe à ce niveau-là? On est d'accord qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, mais je pense qu'il y a une quand même, c'est assez impressionnant et c'est un peu déroutant. Il y a une genre de bienveillance entre tous les vidéastes. Et parce que les vidéastes, souvent quand tu parles vidéaste, tu parles plus un peu couteau suisse qui fait tout de A à Z. C'est là où on essaye plus de se catégoriser en tant qu'agence de prod. Et donc, j'ai envie de dire que on la ressent pas trop, cette concurrence, dans le sens où si j'ai entre guillemets besoin d'un projet de quelqu'un, je lui demande si je peux pas, des fois on va entre guillemets déléguer le projet, ou collaborer, etc. Mais ouais, étonnamment c'est assez bienveillant. Après je pense que je vais pas dire loin de là, mais que je suis tout seul entre guillemets dans mon domaine, parce que je suis entre le vidéaste et entre la grosse boîte de prod, où en fait je suis solo dans Pollux Prod, mais que je travaille avec plein de freelance,
là où en fait les gros projets vont souvent faire appel à une grosse boîte de prod, bah, nous en fait on prend un projet avec des budgets moyens et on essaie de se débrouiller pour que tout rentre, pour en faire comme une boîte de prod ferait. Ouais. Je sais pas si c'est très clair. Ouais, non, ça fait sens, clairement. Ça fait sens. Maintenant, je propose qu'on rentre un peu dans une partie où on peut donner quelques conseils. Yes. Bon, t'es jeune, je suis jeune, donc on n'a pas 50 ans d'expérience, mais in fine, on a quand même pas mal d'années d'expérience derrière nous. Et donc, je voulais voir avec toi, est-ce que tu as des petits conseils pour, par exemple, un jeune qui adore la vidéo, mais qui a encore rien fait? Par où est-ce qu'il doit commencer? Bah, comme on a dit, un point hyper important, c'est de montrer ce que tu sais faire, montrer que tu as envie, montrer que tu as la dalle, ou montrer que tu es créatif simplement. T'es pas obligé d'avoir une dalle monstrueuse pour faire des vidéos, enfin c'est juste s'éclater et faire des vidéos. Souvent on va dire, on me demande souvent par Insta en mode quel boîtier est-ce que je peux acheter, quel objectif, etc. Et je pense que même premièrement en mettant des images avec une belle lumière, un beau scénario et montrer que créativement et au niveau de la stratégie, il y a déjà une vraie recherche. On peut faire ça simplement avec avec un iPhone maintenant. T'as trois optiques, tu sais raconter déjà des belles histoires. Mais aussi c'est aller démarcher des clients en disant bah voilà ce que je peux te proposer. On peut faire un test gratuitement et puis après on peut en partir sur une stratégie si ça vous plaît. Et donc ouais, c'est vraiment essayer en fait de faire un peu ce premier pas et tester des choses, tester. Et je pense que c'est valable dans tous les domaines, mais il y a rien de plus gratifiant de tester parce qu'on a l'impression que c'est une grosse montagne et dès qu'on met un pied dedans on se dit ok c'est possible. Ouais. Et donc voilà, je pense que... Et du coup, tu recommandes prospection à la cool, message Insta, ou plutôt appeler directement, ou envoyer un mail? Qu'est-ce que tu recommandes? Franchement, ça dépend du client, on s'adapte un peu, on essaie d'être des caméléons, mais je pense que message à la cool Insta avec des petits collaborateurs, ça peut le faire carrément. En mode, tu vois un concept, tu vois qu'ils ont une petite faiblesse, tu te dis ok, j'ai vu que vous avez commencé votre concept, mais vous manquez de vidéos. Tu touches aux pain points et puis après, t'envoies ton message. Exact. Et ça peut être à la cool. Après, s'il y a des gens qui sont déjà, entre guillemets, déjà dans le vif du sujet et qui sont déjà ok, tu peux venir apporter un peu d'aide. Et ça, tu peux faire ça par mail sur des structures beaucoup plus déjà imposées, quoi. Ok. Et est-ce que tu recommanderais à ce jeune qui ne s'est pas encore lancé une formation ou une école ou même une vidéo que tu as en tête, que tu as vue et que tu t'es dit purée, ça m'a vraiment aidé pour me lancer, que ça soit au niveau plutôt technique ou plutôt dans l'ensemble en mode comment se lancer dans l'entrepreneuriat? Yes. Si je peux parler plus du côté entre guillemets vidéo, soit tu sais que tu as du time et que tu peux faire du YouTube et que tu peux un peu t'éparpiller un peu partout, apprendre plein de choses, tester. Ou alors il y a des formations comme justement celle de Sam Colder, qui est une formation qui a genre poussé des vidéastes à passer de 0 client à des gros clients comme Audi, etc. En même pas 2 ans. Ouais. Et donc ça c'est vraiment un gros levier. Parce qu'il y a tout, il y a la stratégie client, il y a comment se vendre, il y a des docs, il y a des formations, il y a autant sur les techniques de prise de vue, etc. Et donc c'est une formation qui est vraiment hyper complète et qui est juste insane. Ok. Sinon, je pense que si tu as du time, c'est regarder dans des documentaires avec des sujets qui te plaisent, regarder comment ça a été filmé, comment est-ce que les techniques, etc. Et juste inspirer, en fait, manger du contenu et voir comment ça a été fait, comment ça a été construit. Ça, c'est un point assez important, c'est s'inspirer,
recopier au début et puis après trouver sa patte par la suite, quoi. Ok, chouette conseil. Est-ce que tu as un projet, toi, qui est dans tes rêves, que tu aimerais réaliser, ou un projet futur pour lequel tu as vraiment hâte d'avancer Yes. dessus? Ouais. On parlait tout à l'heure de Patagonia. C'est une marque qui m'inspire assez fort de par son branding hyper puissant. Et j'aimerais créer une brand. Je sais pas encore exactement sous quelle forme, mais c'est un de mes gros rêves dans le moyen terme, c'est de créer une brand avec un message hyper fort, pousser les jeunes, les moins jeunes, les parents à faire ce switch vers ce projet de rêve qu'on a toujours voulu faire et essayer de s'en donner les moyens. Et j'aimerais que quand on porte cette brand, en fait, on sente toute l'énergie et on sent que c'est possible et réunir en fait toute une communauté et se pousser vers le haut pour qu'avec cette brand, on puisse aller chercher son plus grand rêve et que tout soit possible. Quand tu parles de brand, c'est une marque de vêtements ou pas forcément de vêtements, mais plutôt une marque qui engloberait un peu vêtements, aventure? C'est exactement ça. Ça tournerait sûrement avec une partie plus textile, mais je veux insérer d'une manière ou d'une autre de l'aventure dedans. Et donc j'ai un peu mes idées en tête. C'est en construction, donc je vais pas trop m'avancer, mais ouais, j'aimerais créer un peu cet univers autour d'une brand d'aventure textile, mindset, etc. Ok, trop chouette. Hâte de voir ça. Est-ce que, tu parlais de formation juste avant. Avant de clôturer, t'as conseillé une formation, mais est-ce qu'il y aurait une formation Pollux un jour? Est-ce qu'il y aurait une formation Pollux un jour? C'est pas dans les objectifs. Pour l'instant, je suis focus sur du coup ce rêve à moyen terme et Pollux Prod. Parce que ça fait déjà pas mal de choses à penser. Mais est-ce que les gens peuvent quand même t'envoyer un petit DM pour te poser des petites questions? Ça 100%, avec grand plaisir. J'adore quand les gens m'appellent à l'improviste parce que les messages, des fois, je les vois, je suis en mode ok, je fais autre chose. Et j'essaie d'y répondre à un max, mais des fois, j'ai un peu de retard. Ouais. Et je kiffe quand les gens m'appellent, ils me disent en fait, on prend 20 minutes, mais c'est 20 minutes que j'aurais pas pris si on m'avait écrit parce que je kiffe trop appeler les gens et avoir le contact humain direct. Et du coup, franchement, j'adore quand échanger par rapport à la vidéo, par rapport aux conseils, aux clients, au pricing, tout ça, avec des gens. Donc, ok, trop chouette. Donc, let's go. Je pense qu'on pourrait encore parler de plein de choses, ouais. Mais on va clôturer ici. Donc, je voulais te remercier d'être venu. Ça fait plaisir d'échanger avec toi. Et où est-ce que les gens peuvent te suivre sur les réseaux? Yes, les gens peuvent me suivre sur Insta à Pollux-0. Ok. J'ai pas su retirer le 0, j'ai pas su avoir le Pollux, il était déjà pris. Mais on va remédier à ça. On mettra les petits liens de toute manière. Exact. Et si les gens veulent bosser avec toi, comment est-ce que on peut te contacter aussi via Insta? Via LinkedIn, on peut passer par LinkedIn. Ok. Ou alors à mon adresse email qu'on mettra ici. Mais et comment est-ce qu'on te trouve sur LinkedIn? Sur LinkedIn, Paul-Emilien Diouf. Ok. Parce que mon nom d'artiste entre guillemets c'est Pollux, mais c'est pour ça que j'ai posé la question. Mais mon prénom c'est Paul-Emilien Diouf et du coup avec grand plaisir de discuter des projets, etc. Trop chouette. N'hésitez pas à contacter Pollux pour du beau travail. Mais en tout cas, merci. N'hésitez pas à vous abonner aussi au podcast Social Box Studio. Et on se voit dans un prochain épisode. Merci Octa. Merci à toi. Ciao.